Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce 1er mai porte-bonheur. Tradition, signification, commercialisation, tout savoir sur ce très cher brin de muguet d'un jour avec le président de l'Union nationale des fleuristes, Pascal Mutel. Et il faudra remettre le métier sur l'ouvrage pour la Rocat Team en basket, battue hier soir à Barcelone, 100-89, match 4 demain, toujours sur le parquet catalan, avant un éventuel 5e acte à la maison, décisif cette fois, pour accéder au dernier carré européen, le Final Four. La présentation hier du film Les Anges Gardiens de Monaco, en présence du prince souverain. Notre confrère à l'origine du projet, Yann Anthony Nogues, nous dévoilera les grandes lignes de ce film Passion, 50 ans après l'apparition de la célèbre tenue orange des indispensables commissaires de course de l'Automobile Club de Monaco. La visite des pilotes de l'écurie McLaren à quelques heures du Ypres au centre hospitalier Princesse Grace à la rencontre des enfants malades. Et puis nous découvrirons ensemble la présélection du coup de cœur des lycéens monégasques en matière de littérature. C'était l'événement hier soir au Grimaldi Forum avec la projection en avant-première d'un documentaire nécessaire, Les Anges Gardiens de Monaco, devant un public de plus d'1 millier de personnes, dont le prince Albert II, et avant sa diffusion sur Monaco Info et sur Canal+ à la fin de ce mois. Ce documentaire met en lumière le travail des 700 commissaires missionnés sur un événement incontournable du sport automobile comme le Grand Prix de Monaco. Le récit de cette soirée avec Sarah Inkari, accompagnée de Thomas Deus. Ces hommes et ces femmes ont au moins une chose en commun, ils sont animés par la même passion, celle pour la course automobile. Et c'est précisément ce que le producteur, petit-fils du fondateur du Grand Prix de Monaco, Yann Anthony Nogues, et le réalisateur Franck Florino ont souhaité faire transparaître à travers ce documentaire. Quand je me suis retrouvé avec Yann Anthony Nogues à 5 h du matin, en plein milieu du circuit, et quand il y a eu la première course avec la voiture qui est passée vraiment devant nous, je dois dire que là, l'émotion elle est palpable, et même si on le voit en image, on ne peut pas se rendre compte. Une voiture qui va à 200-300 km/h devant vous, je comprends les commissaires de piste, leur passion, parce que voilà, c'est quelque chose à vivre. Là, je suis plus devant la télé. Là, c'est vraiment, je suis sur le terrain et ça fait peur d'être aussi près des voitures, de ressentir les barrières qui bougent. Pendant 52 minutes, les spectateurs sont plongés dans les coulisses de cet événement hors norme et découvrent comment le Grand Prix et notamment ses normes de sécurité ont évolué avec le temps. Les accidents sont aujourd'hui moins nombreux, mais les risques toujours bien présents pour ces volontaires en première ligne. Félicitations, vous avez été exceptionnel. C'était formidable, je pleurais, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment très émue et pour ce rendu, je suis vraiment très contente. Avec la musique, ça fait des émotions, les images qui sont très bien faites. Ça montre aussi un peu, même ma femme qui était là aujourd'hui avec moi, elle m'a dit « Je comprends mieux qu'est-ce que tu fais, comment ça marche ». On est aussi allé sur d'autres circuits et c'est là qu'on peut se rendre compte que vraiment à Monaco, on a quelque chose de très bon. Et en plus, cette camaraderie qu'il y a entre nous, et c'est ça qui fait que, d'où le nom de corps. Des superbes images. Un rendu magnifique, puis une si belle soirée, donc on ne pouvait pas rêver mieux, c'est magnifique. Quand j'arrive, j'emmène pas large. La pression de 2 générations sur les épaules, je peux pas me rater, c'est pas possible. Signe du destin, l'année du tournage a été marquée par l'historique victoire de Charles Leclerc. Je n'avais jamais eu les larmes aux yeux pour quelque chose de positif. C'est la première fois de ma vie. C'est d'ailleurs la voix de ce héros national qui nous guide du début à la fin de ce film qui couronne le 50e anniversaire de la combinaison orange de cette petite armée. Un documentaire coproduit par Monaco Info à ne manquer sous aucun prétexte. Il sera diffusé, notez-le bien, sur notre antenne le 24 mai à 21 h, puis le lendemain, le 25 à 13 h, histoire de se mettre dans le bain avant la course reine du dimanche et son départ toujours déterminant à 15 h précises. Et avec nous ce soir, l'initiateur de ce projet d'envergure, propre à fêter cette année comme il se doit les 50 ans de la création du corps des commissaires, notre confrère Yann Anthony Nogues est avec nous. Bonsoir Yann Anthony. Bonsoir Christophe. Après Grand Prix Monaco, la légende, on va s'attaquer à un corps de métier assez extraordinaire, ô combien important pour la réussite de tous les Grands Prix, qu'ils soient des prix historiques ou Grands Prix traditionnels de Monaco. La légende, l'histoire, la génération des
commissaire. Ça vous tenait à cœur de parler de on peut le dire, hein, de ce groupement, de ce corps si particulier, le meilleur au monde? Bien sûr, de cette armée orange, Christophe. En fait, ça nous tenait à cœur avec le président Boéry de rendre hommage à ces 700 hommes et femmes qui œuvrent derrière les rails chaque année. D'autant que cette année, eh bien, on célèbre le 50e anniversaire de la mythique combinaison orange. C'est en 1975 qu'elle a été lancée. Ça finalement lançait également le professionnalisme, le début du professionnalisme du corps des commissaires. Après nombre d'accidents, notamment celui de 67 de Bandini. Hein. Absolument, ça a vraiment été ce qui a tout déclenché, surtout dans l'esprit de Michel Boéry, qui était commissaire de piste à la chicane, et l'accident de Lorenzo Bandini, le célèbre pilote Ferrari, qui a péri dans les flammes, enfin 3 jours plus tard, mais ça fait comprendre à tout le monde, ça a été la prise de conscience que les bottes de paille, les quelques commissaires sous-équipés avec un simple brassard finalement sur le bras, sans combinaison, sans extincteur à proximité immédiate, eh bien, ce n'était plus possible. C'est pour ça qu'il y a eu cette prise de conscience, et c'est pour ça que l'année après, il y avait des rails un petit peu partout autour du circuit, et surtout sur la zone du port. Et puis à partir de 1974-1975, eh bien cette véritable professionnalisation du corps des commissaires, même s'il s'agit de bénévoles. Rien n'est laissé au hasard, on le voit dans ce documentaire, qui n'est pas un documentaire comme les autres, qui va plus loin encore, et qui parle encore une fois des 3 grands prix, de garçons et de filles avec des destins liés. Il y a beaucoup d'histoires, on va le voir, intergénérationnelles, et puis il y a surtout un fil rouge. On l'a vu hier soir, une idée génial, c'est la voix de Charles Leclerc. Évidemment, en plus on a une forme d'alignement des planètes parce qu'on a tourné l'année dernière en fait. Donc on a décidé de suivre 2 jeunes recrues. D'abord une fille de 20 ans qui regardait le Grand Prix avec son grand-père. Depuis qu'elle était toute petite, elle rêvait de se retrouver autour du circuit un jour, et elle rêvait de devenir commissaire de piste. Et puis d'un autre garçon, 18 ans, Hugo, lui, son grand-père était commissaire, son père était commissaire, il rêvait à son tour d'être commissaire. Donc on les a suivis. D'abord, grosse épreuve, hein, Christophe, parce que la sélection est drastique. 487 appelés, seulement 40 candidats commissaires retenus. Alors finalement, sans dévoiler de secret, ils ont été retenus. Donc on les a suivis pendant le stage, on les a suivis pendant l'I-Prix, qui était leur baptême du feu, on les a suivis pendant le Grand Prix historique, pendant le Grand Prix de Formule 1. Et c'est là qu'on a eu un véritable alignement des planètes, parce que Charles Leclerc, le héros national, eh bien, il a gagné. Donc vous imaginez l'émotion autour du circuit. Et nous, on était là avec Franck Florino pour capter cette émotion des commissaires de piste l'année où Charles a gagné. Et Charles, eh bien, a accepté d'être le narrateur, de faire la voix off de ce documentaire. Lui et son manager Nicolas Todd ont dit oui immédiatement. Les anges gardiens de Monaco, et cette formidable... Il y a une image très forte, hein, cette armée orange qui remonte, suivie des autres commissaires avec des tenues différentes, mais peu importe, on sent qu'il y a une vraie famille. Évidemment que c'est une famille avec beaucoup de convivialité, avec beaucoup de solidarité. Ils sont là les uns pour les autres. Christophe, ce qu'on a vu, ce qu'on a pu témoigner, eh bien, est constaté par nous-mêmes en arpentant le circuit en long, en large. Pendant ces 3 épreuves, c'est effectivement de cet esprit de famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les chaînes info, pas Monaco Info, mais quand on regarde les chaînes info en France, qu'on voit cette humeur, cet esprit ambiant, on se dit, bon, on est à une époque où finalement, il n'y a plus beaucoup de passion, il n'y a plus beaucoup de solidarité, les gens ne travaillent plus. On peut parfois, en tout cas, certains ont tendance à désespérer. Et bien là, quand on voit ce documentaire, quand on voit ces jeunes qui se lèvent à 5 h du matin, ces jeunes et ces anciens aussi qui transmettent leur savoir, mais tout ce petit monde qui se lève tôt, qui donne de son temps, ben ça fait du bien. Ça fait du bien. On rappelle que ce sont évidemment des bénévoles, c'est important à dire, avec des grades différents. On ne va pas dévoiler le film qu'on a vu hier, on a eu la chance de voir en première présentation hier, qu'on verra bientôt sur Monaco Info, hein, bien sûr. Bah évidemment, sur Monaco Info, partenaire de ce documentaire, de la même manière que Canal+. Donc vous pourrez découvrir ce documentaire sur Monaco Info à 21 h le 24 mai. Donc c'est à la veille du Grand Prix. Il y a un héritage qui est très fort. Il y a votre nom, bien sûr, qui résonne pour tous les monégasques. Il y a Charles Leclerc qui reparle et de sa famille, et de ses amis, et puis aussi ce jeune commissaire, vous l'avez dit, avec le papa et le grand-père. C'est ça aussi, c'est de transmettre quelque chose pour plus tard aussi votre rôle, Yann Anthony Noguès, avec ce film. C'est de faire comprendre aussi à tout le monde que de Monaco, c'est pas juste du show, c'est pas juste
Il y a une âme, c'est tout le cœur d'un pays qui vibre pour ce Grand Prix. Et là, effectivement, à travers qui sont commissaires de grand-père en père, en petit-fils, on sent la passion. Merci de nous avoir fait rêver et de nous avoir beaucoup appris également hier soir. On est dans l'impatience, évidemment, dans l'attente de revoir et de voir tous ensemble ce film sur Monaco Info et chez nos confrères de Canal. Merci Yann Anthony Noguès dans ce beau décor qu'est la place du Casino. Merci à vous. Les enfants hospitalisés au centre hospitalier Princesse Grace ont reçu la visite exceptionnelle de 2 pilotes de Formule I. C'était ce matin, une véritable bouffée d'air dans leur parcours de soins à laquelle Sarah Inkari et Camille Caloni ont été témoins. Voici leur reportage. Les petits fans les attendaient impatiemment sur le parvis de l'hôpital. Les voilà, Sam Bird et Taylor Barnard de l'écurie McLaren arrivent dans leur tenue orange. Aussitôt, les sourires s'affichent sur tous les visages. Sometimes they lose a bit of motivation, they don't see the future that well, and I think for us to come, perhaps it will inspire them a little bit, we give them some confidence, and especially when they're in a difficult time. Pour les patients ne pouvant se déplacer, les coureurs leur ont rendu visite directement en chambre, guidés par Marie-Laure, celle qui est au plus près d'eux au quotidien et qui est à l'initiative de cette opération, organisée pour la seconde fois au sein de l'hôpital monégasque. C'est vraiment exceptionnel et ça leur met un peu de l'espoir en termes de valeur et puis beaucoup de courage aussi. Et voilà, eux ils viennent pour de la rééducation, certains enfants, d'autres ils sont hospitalisés et de voir un petit peu quelque chose de différent pendant leur hospitalisation, c'est important pour eux. Ils étaient vraiment gentils. Ça a été vraiment cool de rencontrer ces conducteurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Les courses, quand ils roulent vraiment rapide. Pendant tout, j'aime tout. Les courses, Raphaël s'apprête à les vivre comme le reste du groupe au plus près. Car cerise sur le gâteau, tous ont été invités à rejoindre les tribunes du e-prix ce week-end pour encourager leurs idoles. T'es contente, tu t'y attendais? Non, pas du tout. Et maintenant t'es pressée d'être ce week-end? Oui. Et elles se trouveront dans de vraies monoplaces cette fois, car cette McLaren-ci est destinée aux enfants pour qu'ils puissent se rendre au bloc opératoire avec un peu moins d'appréhension. En basket, la Roca Team se déplaçait hier soir au Palau Blaugrana de Barcelone dans le cadre du match 3 des quarts de finale d'Euroleague. Rapidement menés au score, les hommes de Vassilis Spanoulis n'ont jamais vraiment réussi à refaire leur retard. Score final 100-89. Les Monégasques ont loupé le coche et permettent aux Catalans de prolonger le fameux suspense. Récit de cette soirée européenne avec vous, Gaëtan Lebrun. Le Final Four devra attendre pour la Roca Team qui aurait pu se faciliter les choses en remportant ce match 3 ici à Barcelone. Ils avaient pourtant bien débuté le match en remportant le premier quart-temps 27-24. Ils ont disputé quand même 3 bons quart-temps, mais c'est vraiment le deuxième quart-temps qui les a mis dans le dur. Ils n'ont inscrit que 12 points et ont pris un 17-0 justement dans ce deuxième quart-temps, ce qui n'a pas plu du tout à Vassilis Spanoulis. Mike James, lui, a su se montrer rassurant ce soir. Lui qui avait été un peu en difficulté lors du match 2, ce soir il est en double-double, 20 points, 12 passes. Il a su se sublimer autant qu'il a sublimé ses coéquipiers, à l'image d'Eli Okobo qui lui a marqué 19 points. Au Blaugrana, première possession, première ficelle à 3 points d'Eli Okobo. C'est vrai qu'on s'attendait à un vrai combat physique ce soir au vu des 2 premiers matchs. Et les Barcelonais ont tout de suite mis beaucoup d'intensité, portés par leur public en feu ce soir. Et Monaco, c'est vrai que c'est défensivement qu'ils ont peiné ce soir. Eux qui avaient limité Barcelone à 80 points et 79 points lors des 2 premiers matchs. Ce soir, ils en ont pris 100 et c'est dans l'attitude que Vassilis Spanoulis n'a pas du tout aimé la performance de ses joueurs ce soir. We make 23 assists. We have incredible 2-point percentage and 3-point percentage. We give 14 offensive rebounds and we didn't have the defense that we have in first 2 games. Our defense was below our standards. Guys that come from the bench, they didn't make good job. The opposite. They didn't come ready inside to help the team like they did in the first 2 games, and they have to be more ready when they come on the court. Une ambiance incroyable ici aussi à Barcelone dans ce match 3, notamment grâce aux nombreux supporters de la Roca Team venus donner de la voix et encourager nos Monégasques tout au long de la soirée. Très très belle ambiance à Barcelone. Moi je m'attendais un petit peu à ça et puis on espère revenir vendredi pour le dernier match de Monaco. Bon, dans l'ensemble c'était un super match. Dommage, Monaco a eu un petit passage à vide en deuxième quart-temps, sinon ils auraient peut-être pu recoller un peu plus facilement, mais voilà, c'était un bon spectacle avec les enfants, on a bien apprécié
un bon public, en tout cas du côté du Barça. Un petit peu déçu du résultat en effet, mais bon, on ne désespère pas et prochainement, vendredi, sûrement ils vont remonter tout ça. Et il faut d'ailleurs. La Rocatine qui pourra de nouveau compter sur ses supporters vendredi pour ce match 4 ô combien important. L'objectif est simple, gagner pour valider son ticket en demi-finale à Abu Dhabi et s'éviter la pression d'un match 5. Tennis et la belle semaine de Valentin Vachereau qui poursuit son aventure à Aix-en-Provence après être passé par le stade des qualifications de ce tournoi Challenger. Cet après-midi, il s'est imposé en 8e de finale 7-6, 6-2 face à l'Espagnol Jaume Muñoz, finaliste l'an dernier sur la terre battue aixoise. Jolie performance pour le numéro 1 monégasque en ces toutes premières heures du mois de mai où nombre d'entre vous ce matin ont cédé à la tradition en se procurant un simple brin ou un pot de muguet à la recherche d'un porte-bonheur de saison. Avec nous ce soir, en duplex de son bureau parisien, le président de l'Union nationale des fleuristes en France, Pascal Mutel. Bonsoir à vous. Bonsoir, ravi d'être avec vous. C'est une journée particulière, on le sait, parce que c'est un porte-bonheur que d'offrir un brin de muguet, mais c'est pas simple, je sais, en France en ce moment. Le muguet, on rappelle la tradition, c'était fait pour les amoureux, puis ça a évolué, ça a été ensuite pensé pour la famille. Oui, ça a été pensé pour tout le monde, je vais vous dire, le bonheur, on le souhaite à tout le monde finalement, à part à ses pires ennemis, mais sinon, le bonheur, le muguet est assimilé le jour du 1er mai à cette tradition populaire et on offre du muguet en même temps qu'on offre on offre du bonheur en même temps qu'on offre du muguet. Tradition sur une seule journée, difficile de gérer, ne serait-ce que la plante. Difficile, vous avez raison, c'est vrai que le muguet s'offre le jour du 1er mai, la Saint-Valentin c'est le 14 février, le muguet c'est le 1er mai. Voilà, donc on fête effectivement, c'est notre fête à nous aussi les fleuristes. Ça sent bon, c'est merveilleux, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance des jardins, c'est merveilleux. Magie de la nature quand même, président, parce que si ça sortait 2 jours après, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, vous avez raison, le muguet sauvage, c'est toujours un peu plus aléatoire. Là, le muguet qui est cultivé par les producteurs, ils gèrent justement un petit peu ce timing. Ils vont le ralentir, ils vont l'accélérer, ils vont mettre des ombrières sur les châssis, sur les serres. Ils vont justement ouvrir, fermer. Enfin, c'est toute une gestion en amont des producteurs pour nous permettre d'avoir le jour du 1er mai le plus beau muguet à vendre. Ce qui est paradoxal, c'est que évidemment les fleuristes ne sont pas ouverts et qu'on peut l'acheter, non plus sur des tréteaux. Il y a quand même une législation, il y a une petite polémique en France, c'est assez compliqué, puisque fleuriste n'est pas un métier essentiel. Hein. Oui, alors ça n'a rien à voir avec un métier essentiel. Parfois, certains acteurs, pour leur gloriole personnelle, ont voulu jouer de la législation. En fait, nous, comme acteurs, le muguet est une tradition populaire, offert le jour du 1er mai. Les fleuristes, nous avons tout à fait la capacité d'ouvrir et l'autorisation d'ouvrir. Quand même important, malgré tout ce qui s'est dit, à ce jour, on verra ce qu'il en est pour le 1er mai 2025. À ce jour, aucun fleuriste n'a jamais été verbalisé pour avoir été ouvert avec ses salariés pour vendre du muguet le jour du 1er mai. À la différence d'un boulanger, par exemple, hein, vous voyez ce que je veux dire? À la différence des boulangers, on considère que le pain, vous pouvez l'acheter le 30, vous pouvez l'acheter le 2. Le muguet, ça s'offre le 1er. Pour conclure, c'est une tradition chez vous, en tant que président de l'Union nationale des fleuristes, c'est d'aller amener le muguet directement chez nos voisins, nous ici à Monaco, en France, vers le président Macron, à l'Élysée. Oui, exactement. C'est une tradition, alors en particulier, on va remonter après la Seconde Guerre mondiale. Il a été toujours offert, le muguet. À l'origine, c'est les Forts des Halles. Ces costauds qui portaient des carcasses de viande et qu'offraient le buquet de muguet au président de la République. On a toujours gardé la tradition. En 2019, on était 6 autour du président de la République, autour d'Emmanuel Macron, qui avait voulu maintenir quand même ce moment-là, sous masque, très éloigné, mais on offrait quand même le muguet, et finalement, ça nous a porté chance. Ça nous a porté bonheur. Merci d'avoir pris du temps pour nous, en cette journée si particulière pour vous, les producteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et puis plein de bonheur chez vous aussi dans le Sud. Il fait toujours beau chez nous. Merci à vous, bonne soirée. Toujours. Ça, c'est l'avantage. La culture et les élèves de la principauté qui, l'espace de quelques jours, endossent le masque et la plume des plus grands critiques littéraires, avec une sélection bien à eux que nous détaille Frédéric Elion. C'est un prix littéraire qui met à l'honneur des primo-romanciers et permet surtout à une 50aine d'élèves de seconde des lycées Albert Ier, FANB Régnier 3 de se mettre dans la peau de critiques littéraires. Depuis 2007, le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre de Monaco
a pour but de sensibiliser les élèves à la littérature contemporaine. Alors aujourd'hui, les élèves sont censés avoir lu tous les livres, en tout cas chacun en a lu au moins un. Ils vont nous présenter une petite capsule vidéo dans laquelle ils défendent le livre qu'ils ont aimé ou bien ils descendent le livre qu'ils n'ont pas aimé. Et il y a une autre dimension, c'est qu'il ne s'agit pas de dire j'aime, je n'aime pas, il s'agit de dire pourquoi. Et à partir du moment où on dit pourquoi, ça veut dire qu'on réfléchit à ce qu'on fait. 12 capsules ont été projetées dans l'auditorium du lycée Régnier 3, des présentations vidéo et audio qui ont permis aux élèves, ou plutôt au jury, de faire leur sélection. Je pense que c'est une grande opportunité pour les élèves des lycéens de Monaco de pouvoir vraiment avoir ce rôle de juge pour les livres que l'on lit. Et parce qu'on a tendance, les professeurs, ils ont tendance à nous évaluer. Et là, c'est un peu notre tour de le faire, surtout avec des premiers romans. Donc je trouve que c'est super intéressant de pouvoir voter nous-mêmes les livres que l'on a préférés. Moi, j'ai présenté 2 livres qui me plaisent énormément et que du coup ont été sélectionnés, donc je suis encore plus contente. Et oui, du coup, c'était un travail facile. Et j'ai beaucoup cherché sur Internet, je me suis beaucoup aidée. Et j'ai aussi regardé des interviews des auteurs qui m'ont aidée à faire les capsules vidéo. Sur les 7 primo-romans en lice, 5 ont été sélectionnés. Tornade de Simon Fichet, Danse avec tes chaînes d'Anaël Jonat, Un père sur le banc de David Lecamp, Après la brume d'Estelle Rocchitelli et Fracture de Lidwin van Lancker. Mardi 3 juin, les élèves rencontreront ces primo-romanciers pour échanger avec eux et leur poser toutes leurs questions afin d'affiner leur sélection. Un grand chef pour tous, un dîner solidaire aux saveurs sud-américaines concocté par le chef Laurent Collin a eu lieu mercredi soir au salon Méditerranée du Méridien Beach Plaza en présence de la présidente d'honneur de l'association des guides et des scouts de Monaco, son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Cette soirée avait pour but de réunir les fonds nécessaires à la réhabilitation d'un complexe scolaire en Argentine prévu pour cet été et permettre également à de jeunes routiers, comme on les appelle, pour cette mission de devenir des maçons du cœur. Et direction maintenant l'Espace 22, situé boulevard d'Italie. Cette galerie d'art propose 3 expositions jusqu'au 28 mai, une trilogie d'artistes en quelque sorte. Le vernissage de la première exposition qui s'appelle Acte 6 s'est déroulé ce mercredi en tout début de soirée. Reportage de Fabien Bonilla avec Lionel Bernardi. 3 temps forts, 3 vagues d'artistes, 3 vernissages pour rythmer ce printemps à Monaco et faire battre le cœur de la création contemporaine. C'est le concept de la galerie Espace 22. Art Collect Store met à l'honneur une sélection d'artistes émergents et confirmés venus de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Monaco, d'Ukraine et de Saint-Marin, chacun porteur d'un univers singulier. C'est très éclectique, c'est ce qu'on essaye de faire. On est essentiellement avec des artistes émergents. Dans notre catalogue, au niveau de notre plateforme, on a des artistes qui sont connus, mondialement connus aussi. Mais ici, c'est essentiellement émergent et le but, c'est de faire découvrir un ensemble de styles différents. On a de la photographie, on a du montage, c'est-à-dire de la peinture et du collage digital. On a de la peinture, on a de la sculpture, on a différentes choses en vitrine. On a Philippe Lonzy, qui est un artiste qui fait de la sculpture sur de l'acier, mais qui transforme ses œuvres en lampadaires. Ce qui permet de faire du jeu de ces œuvres avec la lumière, ça donne des ombres sur un mur qui vont évoluer. Ça varie pour certains artistes 900 € à peu près pour certaines œuvres qui sont en litho, jusqu'à du 7, 8, 10 000 € pour certains artistes. Il y a 3 artistes monégasques qui sont ici présents, qui sont connus, qui sont des artistes russes qui vendent régulièrement des œuvres. Et là, ça va dans les 10 000 €. L'Espace 22 propose donc 3 expositions qui s'enchaînent. La première a été inaugurée ce mercredi et sera visible jusqu'au 8 mai. La deuxième, l'acte 7, à partir du 10 mai, pour finir par l'acte 8, le 19 mai. Une vingtaine de talents dévoileront leurs œuvres au fil des semaines, 70 œuvres au total. Ces 3 expositions d'Art Collect Store marquent la fin d'un cycle. En l'espace de 3 ans, le concept aura donné vie à 8 actes à Monaco. À savoir qu'une exposition solo de l'artiste Antoine Pisano sera prévue en juin prochain. Et nous partons maintenant pour le Jardin Saint-Martin à Monaco, où s'est tenu mardi un atelier de peinture encadré par l'artiste Jean-François Gauthier, qui a permis, au 4e jour de ce stage, aux inscrits de créer des œuvres en pleine nature. Voici le reportage de Jessica Granato. Un chevalet,
une toile, une palette de couleurs et la nature. C'est avec ces ingrédients que les apprentis peintres ont composé leur tableau. Organisé dans le jardin Saint-Martin, chacune des participantes de l'atelier a pu choisir de représenter une partie de ce lieu rempli de verdure. Alors là, c'est surtout les cactus aujourd'hui, par mon choix, disons. Après, chacun a choisi des choses différentes. Et on essaie d'interpréter, d'inventer les couleurs avec notre ressenti, disons, en fonction du ressenti. J'essaye de rendre l'endroit gai, lumineux, parce qu'on a la chance d'avoir un beau ciel bleu sur la Côte d'Azur, une belle lumière, et je suis assez contente. C'est sous l'œil aguerri et bienveillant de Jean-François Gauthier que s'est déroulé l'atelier. Son objectif, rendre l'art accessible et reconnecter ces artistes en herbe avec la nature. Écoutez, c'est beaucoup de plaisir, de partage, de mon savoir aussi. Moi, je peins la nature depuis 35 ans. Donc, c'est un peu mon expérience que je transmets, mon savoir-faire, parce que je n'ai pas fait d'école. Donc, c'est vraiment ma façon dont je travaille, que je transmets. Donc, après, c'est beaucoup mon travail sur la couleur et la lumière et le ressenti. Ce moment de déconnexion a su ravir tout le monde, malgré une légère difficulté que le peintre ne minimise pas. Il y a la contrainte du regard des gens qui passent. On est dans des jardins où il y a beaucoup de monde. Donc déjà, je dis chapeau à mes élèves qui sont pas impressionnés par le passage des gens, qui s'arrêtent, qui regardent, elles entendent les commentaires aussi des gens. Donc au début du tableau, c'est toujours... mais à la fin, c'est toujours des compliments. En attendant que les couches de peinture sèchent, certaines s'imaginent déjà ce qu'il adviendra de leurs œuvres. Je pense que je vais le garder précieusement pour me rappeler de ce beau moment, parce que c'était un moment magique et que j'ai eu la chance de vivre. Dans un instant, votre météo pour ces prochaines heures. Et puis, comme le veut la tradition, on va terminer le journal par les instantanés du jour consacrés à cette tradition porte-bonheur. Le 1er mai sous forme de clochette sur fond vert. Les photos du muguet de saison sont signées Stéphane Dana. Demain, vous retrouverez Sarah Inkari pour votre journal de 19h. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, le soleil sera toujours bien présent dans le ciel de la Principauté, même si quelques passages nuageux apporteront un peu d'ombre en milieu d'après-midi. Les températures resteront très agréables et identiques à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire 17 degrés pour la minimale et 22 pour la maximale. Enfin, en ce 2 mai, pensez-y, nous fêterons les Boris, un prénom qui signifie combattant. Belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.